Bonjour et bienvenue dans ce podcast en 2 épisodes au sujet de la persistance du traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. La fibrose pulmonaire idiopathique, aussi appelée FPI, est la forme la plus fréquente de pneumopathie interstitielle diffuse, idiopathique fibrosante, chronique chez l'adulte. La FPI est caractérisée par une fibrose progressive et irréversible du parenchyme pulmonaire. Elle est de cause inconnue et se limite aux poumons. Cette maladie grave évolue de façon chronique et progressive avec de possibles exacerbations aiguës. La FPI est une maladie rare, environ 5 à 6 000 personnes vivent avec cette maladie en France. La FPI est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes et des antécédents de tabagisme sont présents chez 70 à 75% des patients. L'incidence de la FPI augmente avec l'âge, la maladie apparaissant typiquement de manière insidieuse au cours de la 6e et de la 7e décennie de vie. Le symptôme le plus fréquent est l'essoufflement, aussi appelé dyspnée, qui s'aggrave progressivement. Une toux sèche peut également survenir, ainsi que d'autres symptômes tels qu'une perte d'appétit, une perte de poids, une fatigue importante, une déformation caractéristique des doigts, l'hypocratisme digital, et une coloration bleuâtre des lèvres et du bout des doigts, la cyanose. La FPI évolue progressivement vers l'insuffisance respiratoire chronique. Son pronostic est souvent sombre, avec une diminution de l'espérance de vie. La connaissance de la maladie, son diagnostic et sa prise en charge précoce sont indispensables. Aujourd'hui, les traitements disponibles, les antifibrosants, permettent de ralentir l'évolution de la maladie et d'augmenter l'espérance de vie. Cependant, leurs bénéfices sont encore mal connus, mal perçus des patients atteints de fibrose pulmonaire et beaucoup arrêtent la prise de leur traitement, notamment à cause de la difficulté à surmonter les effets indésirables. Dans ce podcast, le Dr Stéphanie Diroux partage son expérience avec les problématiques majeures rencontrées, qui sont des freins à la persistance des traitements. Elle propose également ses axes d'amélioration pour une meilleure adhésion. Dr Diroux, pouvez-vous vous présenter et présenter votre centre ? Stéphanie Diroux, je suis pneumologue au CHU de Nantes et je suis responsable du centre de compétences des maladies respiratoires rares, centre récemment labellisé. Notre centre se concentre sur les patients qui sont atteints de pathologies interstitielles diffuses et nous avons des moyens de diagnostic avancés, notamment la cryobiopsie pulmonaire transbronchique, qui permet d'obtenir une histologie pulmonaire de manière moins invasive que la biopsie pulmonaire chirurgicale. Une autre particularité de notre centre, c'est la possibilité d'avoir une greffe pulmonaire pour des patients sélectionnés, et en particulier sur l'âge et les comorbidités, et qui sont en phase terminale de ces pathologies interstitielles. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le déroulé d'une consultation avec un patient atteint de fibrose pulmonaire idiopathique ? Après l'initiation d'un traitement antifibrosant, j'essaye de voir les patients dans un délai de 3 mois pour faire un point rapidement. L'annonce du diagnostic est parfois difficile pour le patient à intégrer, donc c'est important de le revoir rapidement pour mesurer l'impact et savoir comment il fait face à ça. C'est aussi l'occasion de répondre aux questions, aux inquiétudes qui ont pu émerger. J'attache vraiment une grande importance à la qualité de vie et donc je pose des questions sur leur activité quotidienne, leur morale, notamment pour dépister rapidement des syndromes anxieux ou dépressifs. Donc la prise en charge, elle est holistique pour ne pas être qu'un seul médecin prescripteur. Et ensuite, nous abordons avec le patient le traitement médicamenteux, donc l'observance, la manière dont le traitement s'intègre dans leur vie quotidienne, mais aussi la tolérance du traitement. Donc à savoir si des effets secondaires se sont manifestés, comme par exemple des nausées, des douleurs abdominales ou des diarrhées, avec le niveau et l'impact de chaque effet indésirable sur la qualité de vie. Donc l'éducation thérapeutique, elle est indispensable lors des consultations, et ensuite le suivi habituel peut devenir semestriel. Quelle est la différence entre l'observance et la persistance ? Alors, l'observance thérapeutique, elle fait référence au respect du traitement médicamenteux en matière de respect de la posologie par le patient. Elle nécessite une bonne compréhension de la maladie, mais aussi une bonne adhésion au traitement. La persistance, quant à elle, elle se définit comme le respect de la durée du traitement, donc jusqu'à son terme, et ce, sans interruption de celui-ci. Vous-même, êtes-vous confronté à la problématique de la persistance du traitement ? Alors personnellement peu, je dirais environ 20 de mes patients, mais je suis convaincue, que la communication avec le patient y est vraiment pour beaucoup. Ce qui est compliqué en fait avec les traitements antifibrosants, c'est que le bénéfice attendu n'est pas ressenti physiquement. Le patient asthmatique, vous allez lui mettre un traitement de l'asthme, il va ressentir tout de suite un effet, il va être moins essoufflé, il va moins tousser. Là, avec les traitements antifibrosants, les patients ressentent plus les potentiels effets secondaires que, les bénéfices.
C'est pourquoi, lors de la consultation initiale, je prends bien le temps d'expliquer l'importance et les bénéfices du traitement, donc à savoir le ralentir la progression de la maladie, retarder les exacerbations de la maladie et augmenter l'espérance de vie. Pour les effets secondaires, personnellement, je donne une ordonnance anticipée de médicaments symptomatiques, donc c'est-à-dire des antidiarrhéiques, des antinauséeux, des antispasmodiques, pour qu'on puisse vraiment agir au plus vite si le patient est amené à présenter des effets indésirables. J'explique qu'on a peu de recours thérapeutiques pour cette maladie, et que donc les traitements antifibrosants sont vraiment précieux et que s'il faut prendre un autre traitement symptomatique associé, oui, cela représente encore des médicaments, mais c'est vraiment nécessaire. Je donne aussi le mail de ma secrétaire pour des questions et si besoin, je téléphone aux patients entre 2 consultations, ce qui honnêtement les rassure beaucoup. Et selon vous, quelles sont les raisons d'une mauvaise persistance? Alors principalement, ce sont les effets secondaires qui altèrent la qualité de vie, donc comme la perte d'appétit, le goût des aliments et les diarrhées. Ce ne sont pas forcément des oublis ou de la lassitude, des patients, mais c'est vraiment des effets secondaires, significatifs. Alors les patients ne prennent pas forcément les médicaments symptomatiques, parfois en se disant que ça fait trop de médicaments à prendre et ça peut être une raison aussi d'une mauvaise persistance. Arrivez-vous à gérer les effets secondaires de vos patients? Alors, il est possible de trouver des alternatives, Pour cela, c'est important d'identifier chaque effet secondaire et d'échanger sur les moyens pour les gérer avec le patient. Donc, par exemple, personnellement, je les pèse à chaque consultation et si je constate une perte de poids, je cherche l'origine pour essayer d'y remédier. Donc, je peux notamment ajouter des compléments alimentaires, un antispasmodique ou bien un antidiarrhéique si vraiment la raison, c'est la diarrhée. Si nécessaire, on peut aussi ajuster la posologie des médicaments ou bien faire une pause thérapeutique. Je leur donne des solutions pour essayer à chaque étape. Donc, il faut savoir que malgré tous nos efforts, certains patients ne toléreront jamais de traitement. Ça peut paraître un peu frustrant, mais surtout, il faut leur dire de ne pas culpabiliser. Et chez ces patients, je garde leur dossier en tête parce que j'essaye de les inclure dans un essai thérapeutique qui peut leur permettre d'avoir accès à des nouveaux traitements qui ont moins d'effets secondaires, notamment sur le plan digestif. Et pouvez-vous nous dire pourquoi et comment maintenir le traitement? Alors, le pourquoi, c'est qu'il y a uniquement 2 molécules qui sont disponibles et qui ont l'AMM dans cette maladie rare. Donc, ces traitements, ils ralentissent la progression de la maladie d'environ 50 et l'autre chose, c'est la survenue des exacerbations aiguës qui peuvent, arriver dans l'évolution de la maladie et qui sont associées à une mortalité importante. Donc, ces traitements vont permettre de retarder la survenue de ces événements graves. Le comment, il passe par l'accompagnement médical. Donc, certains centres ont des infirmières de pratique avancée ou bien des infirmières coordinatrices qui peuvent être aussi d'une grande aide pour ces patients. Et dans tout cela, quel est le rôle des aidants? Alors, les aidants, c'est vraiment des acteurs cruciaux dans la prise en charge du patient. Donc, d'ailleurs, j'encourage la présence des proches lors des consultations. Ils aident vraiment à digérer l'annonce de la maladie et ils jouent un rôle clé dans le soutien quotidien du patient. Donc, sans oublier que l'annonce aux aidants, elle est aussi importante. Ils vont être en première ligne face à la dégradation de santé et la perte d'autonomie de leurs proches. Et cela peut malheureusement affecter leur propre morale et bien-être. Et donc, c'est pour cela que c'est important de les accompagner. Et ils peuvent être aussi d'une grande aide dans la persistance du traitement en motivant leurs proches à prendre le traitement symptomatique selon les effets secondaires qu'ils présentent. Quel outil complémentaire utilisez-vous? Alors, je compare souvent le parcours de soins à une marguerite où toutes les pétales sont nécessaires. Donc, ça inclut le soutien psychologique, la réhabilitation respiratoire, les soins de support et l'accompagnement diététique. Donc, par exemple, la réhabilitation respiratoire, elle permet aux patients de faire de l'exercice avec un kiné et c'est majeur pour leur endurance. Les soins de support, souvent, c'est en collaboration avec des médecins de soins palliatifs et ils aident à gérer notamment les symptômes comme la dyspnée avec des morphinotes. Une diététicienne et ou un nutritionniste vont pouvoir nous aider à gérer les compléments nutritionnels. Aussi, des solutions pratiques, comme l'aménagement d'habitat, c'est parfois nécessaire pour des patients qui sont en insuffisance respiratoire chronique. Il y a aussi l'aide apportée par le programme OPAL qui vise à optimiser la prise en charge des patients en facilitant et en renforçant le suivi régulier de leur traitement par des infirmières via plusieurs appels téléphoniques. Le programme, il offre des services comme un coaching avec un nutritionniste et un psychologue. Et je pense aussi aux associations de patients, vraiment, qui ont un rôle très important, comme l'AFPE. Plus le patient sera bien dans sa tête et dans son corps, et plus il sera assidu avec son traitement. Docteur Dirou, merci beaucoup pour ces éclairages et à bientôt. Merci à vous.